Salut à tous. On est le 5 octobre aujourd'hui. Une nouvelle journée ensoleillée. Il y a deux femmes, il y a un mec. Les deux femmes elles sont assises par terre et le mec il est dans son fauteuil. Non? Ça choque personne? Rien. Enfin voilà quoi. Et deux beaux chevaux là. Des petits chevaux. Je pense rester encore une journée ici. Toujours à Carmelo. Et puis reprendre peut-être la route demain. Ça devrait se faire comme ça. Je suis allé faire quelques courses. Les premières en Uruguay. C'est un petit peu moins cher qu'en Argentine il me semble. Dire qu'on est dans un village aussi. Donc bon. Le premier ressenti du caissier, pas agréable du tout. Il m'a même un peu agacé. Donc moi faut pas m'agacer parce que si tu commences à m'agacer, je vais t'agacer. Donc je paye avec la carte bleue. Donc je prends l'appareil pour le mettre dans les mains. J'aime pas faire le code posé en bas comme ça. Il me le prend une première fois, il me le pose. Je dis rien, je le reprends dans les mains. Et pour faire mon code donc. Et là il m'a semblé entendre qu'il voulait que je le pose, mais je l'ai pas posé. Il veut pas que je lui dise mon code non plus. Non mais attends. On peut lui foutre. J'allais pas arracher le fil non plus. Tous les pays que nous avons traversés depuis 3 ans. Je crois qu'il y a 24 pays ou 25 pays. Tout est là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, nous avons quitté la France en octobre 2021 et nous avons commencé par l'Europe jusqu'à la Grèce. Nous sommes revenus dans le Pays Basque. Nous avons fait l'Espagne et pris le bateau à Barcelone pour Veracruz au Mexique donc nous avons fait après ça le Mexique. Nous sommes allés après aux États-Unis par le Texas. Ensuite le Canada. Une petite partie du Canada. Tour des lacs. J'ai passé par Chicago. Chicago, nous sommes montés à droite du lac Michigan, je crois. Oui. Nous avons fait tout ce tour des grands lacs en passant par Toronto, puisque nous sommes partis donc à un couple et un enfant de 15 ans, qui a fait donc 1 an de voyage avec nous. Et au bout d'1 an, nous l'avons donc déposé. Il est rentré en France pour faire une formation de pâtissier que nous avons déposé donc à l'aéroport de Toronto au Canada. Comment c'était? C'était en, je sais plus, en 2022, je crois. Je sais plus. Je crois que c'était en décembre 2022. Ensuite, nous sommes repassés par les États-Unis. Nous avons fait Détroit, Nashville, Atlanta. De l'Atlanta, nous avons laissé le camping-car pendant 1 semaine. Nous sommes partis en République Dominicaine. Nous sommes revenus, nous avons fait Dallas, San Diego,
Ensuite, nous sommes descendus en Basse-Californie. Ah, là, c'était le Graal. Là. Je crois que c'était ce qu'il y a de plus beau à faire, surtout le sud. Et les rencontres aussi, c'est magnifique. Et donc, c'est là que nous avons fait une belle rencontre, les Lulu, des Globes Lulu, que vous connaissez peut-être. Nous avons voyagé ensuite, après ça, pendant 1 an avec eux. Nous sommes séparés en Argentine. Donc 1 an de voyage. Et donc voilà, après Basse-Californie, nous sommes revenus au Mexique. De là au Mexique, de Veracruz, nous avons repris le bateau. Enfin, nous avons mis le camping-car sur le bateau. Direction la Colombie, Carthagène. Et nous par avion bien sûr. Et depuis, je sais plus les dates, juin 2023, non, je sais plus les dates exactement. Donc Colombie, nous avons fait Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, un petit peu Chili, et donc arrivé en Argentine. Nous sommes séparés. Elle a décidé de ne pas revenir et de rester en France, proche de sa famille. Moi, c'était hors de question. Donc nos chemins se sont séparés et c'est pour ça donc que je dis que je suis seul, souvent seul, depuis 10 mois en Argentine, et c'est une expérience vraiment exceptionnelle. Après 10 mois en Argentine et 8 mois à Buenos Aires, j'ai décidé de revenir en Europe parce qu'il va falloir que je retravaille un peu quand même. Donc je ne reprendrai pas ma vie sédentaire, ça c'est sûr et certain. Et je pense que je travaillerai je me gare pour le plein d'eau. Je travaillerai dans l'aéronautique, donc dans ma branche, en déplacement, bien me payer, et sans doute en intérim. Je vais voir, peut-être travailler 6 mois et 6 mois dans l'année. Et le but c'est de ramasser de l'argent et puis repartir voyager quoi. Voilà. Allez, j'ai dit encore voilà, bien sûr. Ciao. Je vais vous faire une présentation de mon véhicule. Depuis 3 ans que nous sommes partis en voyage. C'est un véhicule que j'ai acheté en 2020, neuf. Donc c'est un Mercedes MLT 580 4x4, un 4 cylindres 2 litres 2, 163 chevaux, reprogrammé à 180 chevaux. Voilà, aujourd'hui il a 90 000 km. Donc j'ai été le chercher je l'ai trouvé, le véhicule que j'ai trouvé sur internet en Allemagne. J'ai voulu passer par un mandataire pour me l'amener en France, à la frontière, à Strasbourg exactement. Comme ça je n'ai pas eu à m'occuper des papiers, d'immatriculation, tout ça, même si je l'avais déjà fait, mais j'ai voulu me simplifier un peu la vie. Donc voilà, je vais vous présenter le véhicule. Donc c'est un 4 cylindres, comme je l'ai dit. Donc en consommation, je consomme un petit peu plus parce que j'ai mis des roues un peu plus grandes en diamètre, en développement.
Sinon, quand j'avais les roues d'origine, notamment aux États-Unis avec les grandes routes, j'étais à 11 litres au 100 à peu près. Alors que maintenant je consomme à peu près 1 litre au 100 en plus avec ces roues. Donc suite à ma dernière vidéo où j'ai partagé ma panne, j'avais pas fait de vidéo mais j'avais que quelques photos où j'ai eu une panne assez conséquente puisque je suis resté 4 jours immobilisé, donc dans 24 heures en bord de route. Mais suite à une modification que j'ai faite avant de partir, qui était de rajouter ce que tout le monde fait, hein, rajouter un filtre à gasoil supplémentaire pour retenir l'eau notamment. Et donc pour ça j'ai dû rajouter des durites en caoutchouc. Il y avait pratiquement 2 mètres de durite en caoutchouc et une d'elles, celle proche du moteur due à la chaleur, qui s'est craquelée au bout de 60 000 km et qui s'est fissurée et qui m'a fait perdre tout le gasoil du réservoir. D'où la panne. J'ai essayé de réamorcer, mais je ne savais pas qu'il n'y avait plus d'essence. Donc j'ai pas réussi à réamorcer. Et c'est chez Mercedes qu'ils ont réussi à me trouver cette panne, quoi. Enfin, je savais où était la panne, mais je comprenais pas pourquoi il redémarrait pas. Puisque la jauge ne m'indiquait pas 0. Elle s'était pas actualisée, je sais pas. Donc voilà, et le filtre, j'ai mis ça. Donc vous voyez les durites qui partent là-bas, qui vont là, et elle s'était percée là-bas, derrière. Et donc j'ai perdu tout le gasoil du réservoir. Sachant que j'avais déjà eu cette panne quelques 1000 km avant. Là j'avais réussi à ramorcer, j'avais pas perdu tout le réservoir, donc j'avais réussi à ramorcer en raccourcissant la durite. Et j'avais été chercher donc des durites dans une ferreteria. C'était où déjà? Mais c'est en Argentine. Oui, c'était en Argentine. Donc j'avais changé les durites, mais tout ce qu'il y a ici, il n'y a pas grand chose de très bonne qualité, quoi. Donc les durites, elles n'ont pas duré longtemps, elles se sont ramollies, elles se sont pourries très vite en fait. D'où ma seconde panne du même ordre, quoi. Et la deuxième était pire puisque je suis resté coincé au bord de la route longtemps à attendre les mécanos. Et la police est venue, ils m'ont balisé et tout. Et la dépanneuse qui est arrivée le lendemain. Par contre la dépanneuse, rien à dire, hein. Mec super sympa. Il voulait m'inviter à un assado dans sa maison secondaire à Cordoba. Il m'avait dit si tu es là ce week-end, appelle-moi. Il voulait m'inviter. Bon, ils sont comme ça ici, les Argentins. Ils veulent tous vous inviter chez eux. Alors, j'ai été invité nombreuses fois. Donc, quoi dire d'autre? Les pneus qui sont pas d'origine, bien sûr, hein, c'est le minimum. J'avais essayé les Michelin aussi, Cross Climate, en 225, la même dimension que d'origine, qui sont bien aussi, mais j'ai choisi de mettre les Bell Goodrich en 245, donc avec un développement de pneus plus grand, pour gagner un petit peu en garde-sol déjà. Et je les trouve mieux, parce que j'ai commencé avec ceux-là, après j'ai changé pour des Michelin, et j'ai rechangé pour des BF pendant le voyage. Je sais que je les ai achetés ceux-là, au Pérou je crois. Ouais, au Pérou. Au Pérou, pas payer trop cher.
sais plus combien, mais ouais, 200 balles le pneu. 200 balles le pneu. C'est moins cher qu'en France. Et puis c'est tout quoi. Le seul problème que j'ai eu dû au véhicule de Mercedes, c'est un problème de frein à main électrique. C'est une panne connue, mais qui a été pris en charge par la concession assez rapidement. Bon, ils m'ont gardé le véhicule une journée, mais bon, je suis resté une journée en concession à me glander un peu, quoi, mais bon. Rien à payer, ils ont changé tout le système des freins à main électriques, puis les étriers arrière. Pris en charge, parce que sinon, là, ça douille un peu quand même. Je sais pas combien, mais entre 1000 et 2000 euros, quoi. Et puis, c'est tout, hein. J'ai rien eu, j'ai pas eu de problème avec le véhicule. Oh, mis à part des petites bricoles dans la cellule. Évidemment, les contacteurs de robinet, choses comme ça, la pompe à eau dans le réservoir, dans le tank, dans le réservoir. Classique. D'ailleurs, il faut toujours partir avec des pompes à eau d'avance. Là, j'en ai 2 d'avance. Et je l'ai changé en 3 ans, la pompe, je l'ai changé 2 fois. Souvent, c'est parce que des fois ça peut arriver qu'on laisse allumer, ça m'est déjà arrivé, donc la pompe elle tourne, elle chauffe et elle a tendance un peu à fondre puisque après l'avoir enlevée, elle était un peu fondue quoi, elle avait chauffé quoi en fait. Donc quoi d'autre, ah oui. Donc à l'arrière, j'ai décidé, j'ai pas mis de protection arrière. J'avais hésité à le faire, mais bon, je regrette pas de pas l'avoir fait. Et j'ai mis simplement, suite à un problème qu'avait eu Francis des Frabiz, ça commençait à se fissurer ici là, dans l'angle là. Donc moi ça s'était pas fissuré, mais vu qu'il avait eu le problème, j'ai soudé, enfin j'ai soudé, non j'ai pas soudé, j'ai posé un U à cet endroit là, un U en inox, parce que c'est vrai que quand il y a le plein d'eau, ça a tendance un peu à gondoler là. Ça fait du poids, bon, enfin, c'est vrai qu'on roule tout le temps avec au moins le plein d'eau, hein. Et bon, même si le concessionnaire dit qu'il faut rouler avec que 20 litres, hein, ouais, bon, mais, quand tu sors le dimanche, je veux bien, mais bon. Donc ça, sinon à l'arrière tout est d'origine, hein, sauf que les U ils sont fixés d'origine, mais je les ai en plus collés. Surtout celui-là. Celui-là il n'est pas collé, celui-là, mais il est bien fixé au châssis. Et celui-là, je l'ai en plus collé, il n'a pas bougé. Je l'ai déjà un petit peu touché, mais pas trop. On ne voit pas. Alors, ici, j'ai rajouté ces tubes. Alors ça, j'ai fait ça vite fait avant de partir. C'est pas fantastique, mais bon, c'est des tubes en alu. C'est un peu pour soutenir un petit peu, parce que là aussi, ça galbait un petit peu. Bon, c'est des petites choses. Hein, bon. Bref. Quoi d'autre ai-je fait? Bon, le porte-vélo, hein, ça qui m'a servi un petit peu. Bon. L'antenne, que je vous ai un peu parlé à la dernière vidéo. Excellent, ça. Hein. Et le pivot, j'ai le pivot là, je défais la goupille, comme ça j'ai pas besoin de monter sur le toit pour mettre la Starlink, parce que bon, je peux aussi la mettre par terre, mais comme c'est très sensible aux obstructions, le mieux c'est de le mettre le plus haut possible, donc on a tendance à la mettre tout le temps sur le toit en hauteur. Bon, ici c'est vrai que j'aurais pu la mettre n'importe où au sol, mais aussi avoir le fil qui traîne par terre, j'aime pas trop ça, on peut se le faire bouffer par des chiens ou quoi, enfin bon, ou marcher dessus, c'est pas terrible quoi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, en garage. Le garage, j'ai fait un meuble en bois avec des supports en aluminium.
Bon, ça a bien tenu, je suis pas mécontent de ce que j'ai fait. Je l'ai un peu renforcé à certains endroits, parce qu'avec les secousses et tout ça, bon, ça avait besoin, mais sinon rien à dire. J'ai un tiroir là et de l'autre côté il est fait différemment. Et j'ai fait ça aussi. J'ai mis ça pour pouvoir y mettre un matelas. Le matelas. Parce que je vous rappelle qu'on est parti à 3. À 3 dans le voyage. Voilà. Ici, je mets le aspirateur, le Dyson. Alors ça aussi, génial. On l'a déjà changé une fois au Canada. Voilà, sinon les accessoires classiques, table extérieure de chez Decathlon, marchepied, un caillebotis pour extérieur que j'ai enroulé là, des caisses de rangement, hein, chacun range comme il le peut, comme il le veut, et puis un tiroir où je peux mettre tout mon petit matériel pour bricoler. J'ai tout ce qu'il faut, perçage, forêt, colle, scotch, les bases quoi. Je voudrais vous montrer ce que j'utilise pour filtrer l'eau. Pour filtrer l'eau que je mets dans mes cuves, puisqu'après je ne la bois pas, l'eau des cuves. Avant de la boire, je la refiltre avec un système Berkey que beaucoup connaissent, que j'ai mis là, fixé ici. Et donc j'utilise ça, des filtres Big Blue, c'est des 10 pouces, c'est des grands modèles. Donc à droite un filtre sédiment, moi j'utilise un micron ou des 5 microns suivant ce que je trouve. Et à gauche le filtre à sédiment, un filtre à charbon actif. Donc voilà. Moi j'ai rajouté un petit robinet là en bas pour le vider. Pas le laisser plein parce que quand c'est plein ça fait quand même du poids, hein. Il doit y avoir plus de 10 kg facile quand c'est plein. Et puis j'ai rajouté ça pour éviter qu'il y ait de l'air qui rentre. J'ai fait des petits bouchons en liège, hein, ça fait 3 ans que ça fonctionne comme ça, c'est très bien, ça m'évite le contact avec l'air, donc les bactéries qui rentrent. Enfin j'imagine, hein. Dites-moi en commentaire si c'est bien ou pas ce que je fais. Il me semble que oui, parce que bon, jusqu'à maintenant j'ai jamais été malade, hein, sachant que je ne la bois pas, mais c'est pour mettre dans les cuves au moins une eau relativement le plus propre possible quoi. Là j'ai 40 mètres de tuyaux que je me sers de temps en temps quand j'ai besoin. Un compresseur d'air indispensable aussi, groupe électrogène indispensable, parce que quand l'hiver, quand il n'y a pas beaucoup de soleil et que vous utilisez la Starlink toute la journée, ben, même avec 500 watts c'est un peu juste, enfin ça va une journée, mais au bout de 2-3 jours on a besoin d'énergie un peu plus. Une échelle pliante aussi, indispensable. La roue de secours que j'ai mis dessous, plutôt que accrocher derrière des filtres. Un soplaire ici, qui sert de temps en temps mais pas très souvent. Là ici j'ai mis un tube pour y ranger notamment les cannes à pêche de Mathéo qui était là avec nous la première année. Moi je ne pêche pas, donc je m'en sers pour ranger ça. Bon, c'est très bien, ça fait son boulot. Et puis voilà quoi. Quoi d'autre? Tout est dit là. Ah, j'ai la réserve d'essence pour le groupe. Je voulais vous montrer aussi, j'avais amené une pompe à eau, pompe marque Guinard, pour
pour aller chercher, quand on est en manque d'eau, pour aller chercher de l'eau dans des lacs ou n'importe. Ça nous a servi quelques fois. Ça peut être toujours utile si vraiment vous êtes embêté que vous n'avez pas d'eau là où vous êtes, de pouvoir prendre de l'eau dans un lac, dans un puits, n'importe. Donc c'est une pompe Guinard qui a un fort débit. Je m'en suis même déjà servi pour laver le camping-car. Et donc voilà, j'ai les tuyaux qui vont avec mes fuites et tout ça. Donc avec ça, je peux aller retirer de l'eau dans un lac à plus de 40 mètres à peu près. Ça nous a déjà servi au Mexique. On était bien content de l'avoir. Au niveau énergie solaire, j'ai 2 panneaux solaires de 240 watts chacun en Panasonic de 480 watts. J'en suis très content. Et ces panneaux qui alimentent une batterie de lithium Life Pro 4 de 200 ampères, un régulateur MPPT Victron et un convertisseur NDS 1500 watts et 4000 watts en crête. Voilà, j'en suis très content de cette installation, ça marche très bien, j'ai jamais eu de problème. Et le chargeur d'origine, il y a un 18 ampères je crois. C'est un peu juste pour charger les batteries en roulant, mais bon, je me suis adapté en fait. Le mieux, ça serait de changer le chargeur d'origine pour en mettre un plus gros. Voilà, c'est tout. Je voudrais vous montrer également les amortisseurs que j'ai mis aux États-Unis, parce que d'origine le MLT n'est pas du tout adapté, surtout quand on est chargé. Sachant qu'en partant d'Europe, j'avais déjà changé les lames, enfin j'avais rajouté une lame intermédiaire plus grosse. Les amortisseurs, je les avais laissés d'origine, mais avec tous les topes qu'on a trouvé, qu'on a eu au Mexique, je crois que c'est le pays où il y a le plus de topes, c'était insupportable. Donc arrivé aux États-Unis, j'ai tout changé. On a mis des Falcon réglables. Alors c'est des additionnels, parce que l'amortisseur d'origine est toujours en place. Donc il y a du support qui sont rajoutés, qui s'est adapté au Sprinter. Avec différents réglages, il y a 9 réglages possibles. Donc ce sont vraiment très bien. Et à l'arrière, pareil. Sauf qu'à l'arrière, il remplace l'original. Il remplace l'original, pareil avec des réglages. Et le plus important, c'est les lames. Regardez toutes ces lames. Et ça change tout. En fait, les lames, elles ont été choisies en fonction du poids que j'avais derrière. Donc au niveau poids derrière, je suis à 2 tonnes 8 et 1 tonne 4 devant. Donc voilà. Et on a acheté ça à peu près 5000 $. 5000 $, oui. C'est Van Compass qui fait ça. Et donc c'est 4 amortisseurs Falcon. Et c'est vraiment très conseillé, surtout pour l'Amérique, toute l'Amérique. Et j'en suis très content. L'arrière ne s'affaisse plus. En fait, c'est adapté au poids du véhicule, donc c'est sûr qu'il n'y a rien à dire, quoi. Donc pour ceux qui ont des MLT et qui veulent avoir quelque chose de solide, sachant qu'on a fait le sud Lipez en camping-car, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Au sud Lipez, en général, c'est que des 4x4. Et des 4x4 et des convois organisés, quoi. On n'a croisé aucun camping-car là-bas. Ce qui est important au sud Lipez, c'est à la limite pas le 4x4, quoique c'est toujours un confort en plus,
mais surtout la hauteur du véhicule. Et ce véhicule, il est unique pour ça, parce qu'il a 10 cm de plus que n'importe quel autre camping-car, quoi. Et sachez qu'à l'arrière, avec le porte-à-faux, je n'ai jamais touché. Il n'y a pas un seul coup à l'arrière. Il n'a jamais frotté. Bon, en faisant un peu attention, bien sûr. Hein. Les moments difficiles, passer doucement. Et au niveau du protection châssis, donc c'est des protections châssis N4. C'est ce qui se fait le plus courant. J'ai mis une protection châssis devant, c'est le plus important. C'est le plus important, parce que ça a pu arriver de toucher devant. Bon, c'était rare, hein, mais c'est arrivé que ça touche, sans le sud ni pèse. Et j'ai mis une protection différentielle, protection réservoir, qui lui il est haut, donc ça touche jamais. Ça n'a jamais touché. Par contre, j'ai décidé de ne pas mettre de protection au niveau du pont arrière. Et parce que bon, c'est pas, même si on touche, c'est pas à grande vitesse, c'est des petites touchettes. Donc pas de regret sur mon choix. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai mis des bouteilles en aluminium GPL en grande capacité. Elles font 14 kg, elles sont plus grandes que d'origine. Donc il y en a deux, ça aussi je suis très content de ce choix. Et avec le remplissage ici en bas. Parce que normalement il ne faut pas les mettre sur des portes amovibles. Donc je l'ai mise là en bas. Et c'est très bien. Je crois que là j'ai tout dit. J'ai pas oublié quelque chose? Je sais plus. Non, je crois pas. Là. Ah oui. Ah oui, aussi des petits détails. J'ai mis des grilles là aussi. Là, derrière, là. Tout derrière, là, il y a des grilles. Alors ça, par contre, ça c'est à faire. Hein. Parce que mon radiateur derrière, il est tout neuf maintenant. En fait, c'est les grilles qui prennent tout, quoi. Donc ça, c'est indispensable. Et je dirais même. Et même que j'avais rien mis ici. Ici, là. Je n'avais rien mis. Et en roulant, j'ai une poche plastique qui est rentrée là-dedans. Et qui s'est collée sur le radiateur. Je crois que c'est un radiateur d'huile, là, en dessous, là. Et qui a un peu fondu sur le radiateur, quoi. Donc même là, ces petites entrées, ben, tu vois. Donc après coup, j'ai des grilles que j'avais mises, qu'il faudrait que je recolle pour empêcher ça justement. Donc c'est des petits détails, mais qu'il faut penser. Mais ça, ces grilles, franchement, c'est génial, quoi. Il faut démonter la calandre, quoi, pour mettre ça. Et tout le radiateur derrière, tout est neuf, quoi. Il n'est pas un pet abîmé après 90 000 km. Donc c'est quand même bien, quoi. Parce que les radiateurs, ça ramasse quand même. Entre les bestioles et les petits cailloux et tout ça. Quand je mets le plein, pendant tout le voyage, j'ai mis ça. Mes Caron, c'est 99 diesel. Vous pouvez aller voir sur internet. Il y a des tests qui sont faits sur ce produit. C'est mieux que du Mécassil ou comme ça. Ça a dépassé Mécassil. Et puis j'ai mis ça aussi dernièrement. Ça fait pas de mal. Hein. Eco 1000, diesel. Donc bon. Et puis c'est tout. Hein. En une moteur tout le temps de la Mobile 1 ou de la Castrol Edge en 530, c'est le mieux pour les catalyser.
Et donc bon, j'ai fait quand même il me semble le bon choix puisque j'ai pas eu de problème majeur. Hein. Voilà, toujours des petits problèmes de petites choses qui cassent comme ça, mais bon, il faut être un peu bricoleur aussi parce que sinon, si t'es pas bricoleur, tu t'en sors pas quoi. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc là, je vais vous présenter l'intérieur de mon véhicule. On va commencer par le tableau de bord. Bon, c'est le tableau de bord du Mercedes Sprinter que je trouve assez joli, très joli même. Pour un camping-car, ils ont fait quelque chose de bien. Les sièges, ce sont les sièges d'origine, celui-là aussi se tourne. J'ai simplement mis des housses, comme ici, pour protéger les sièges d'origine. Et voilà, j'ai mis aussi une protection sur la table. Des petites pochettes de rangement. Toujours besoin de rangement, il y en a ici aussi. Ainsi que des filets. Donc le gaz ici. Classique. Ça c'est d'origine. Les tiroirs. Voilà. On essaie de ranger au mieux pour éviter que ça fasse le moins de bruit possible. Truc classique de camping-car quoi. De quoi ranger, que ça fasse pas de bruit quoi. Ensuite, ici, ça c'est moi qui ai rajouté ça. Je suis assez content. Bon, je peux pas mettre grand chose dedans, mais il fallait que il fallait que la porte puisse s'ouvrir. Donc je pouvais pas faire n'importe quoi. Et comme j'avais du bois comme ça, et des petits cornets en alu, je me suis dit pendant le voyage, j'en ai profité pour faire ça. Il y a une petite chose aussi, ça, ici là, ça d'origine, là et là, d'origine Imer c'est fermé, du moins sur les modèles, sur les années où je l'ai acheté. Après je sais pas, je crois qu'après ils l'ont ouvert ça. Donc pendant le voyage là aussi j'ai mis des charnières dessous pour pouvoir avoir un accès derrière et pouvoir y mettre notamment du sopalin, du papier WC, des choses comme ça. Là et là, les deux côtés. Là, on a rajouté les rideaux aussi. D'origine, ils n'y étaient pas. Bon, ça a pu nous servir de temps en temps. Quand on ne veut pas mettre... notamment quand il fait froid l'hiver. Ça isole un petit peu plus de la cabine. Donc, bon, c'est bien, mais c'est pas indispensable. Hein, tu me comprends? Chacun a ses besoins en fait. Ensuite, donc ici c'est tout, hein, accroche sopalin, des petites, on n'en parle pas de tout ça, hein, pour les épices. Voilà, j'ai mis un BMW ici, là-dedans, pour contrôler tout. J'ai rajouté des prises avec le disjoncteur. Tout ça, c'est mon café. Pas besoin d'aller chez Imer pour ça, et de toute façon ils travaillent comme des... Tu m'as compris quoi. Donc voilà, le reste des placards, c'est classique, il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, ça. Alors ça c'est bien en Europe. C'est pour amplifier le signal de la carte téléphonique. Sur le continent américain, ça fonctionne pas. Et en Europe, ça fonctionne. Et avec une antenne 4G sur le toit.
Ensuite, bon, la moustiquaire qu'on a remplacée parce que celle d'origine, elle a fait sa vie. C'est de la merde de toute façon. Donc elle va très bien. Ensuite ici le frigo. Alors frigo, on va en parler du frigo. D'origine Trimix à bannir, ça vaut rien. C'est bien pour sortir le dimanche quand il fait 20 degrés, c'est tout. On l'a testé avec un thermomètre dedans, c'est pas la peine. Donc on l'a remplacé par un frigo à compression plus petit, un 90 litres. Ça suffit pour nous, ça suffit largement. Et comme ça, j'ai de la place en dessous qui s'est libérée pour y mettre une machine à laver. Une machine à laver 3 kg. Alors ça, c'est génial. Avec là pour vidanger, jour je vidange. Et ça vidange, j'ai mis un tuyau qui vidange directement au fond, qui servait à... Il servait à quoi? Je crois que c'est le tuyau de condensation du frigo, je crois. Voilà. Et voilà. Je dis toujours voilà, mais bon, c'est comme ça. C'est des choix, les choix de chacun. Ici, normalement, c'est pour y mettre des cintres. Un vestiaire quoi. Donc j'ai rajouté des étagères plus pratiques pour ranger. Ensuite là dessous j'ai rajouté une étagère ici plus ça. Voilà, on essaie d'optimiser au maximum et défiler encore. Voilà, des adhésifs. Bon, ça c'est perso, la couleur. Cette couleur on l'a pas choisi, il était déjà équipé comme ça. Et bon, c'est vrai que ça assombrit un petit peu. Mais bon. Voilà, chose indispensable aussi. Alors ça, un extracteur d'air dans les deux sens. On peut sortir l'air ou prendre l'air de l'extérieur. Indispensable ça, pour les voyages au long cours. Vous avez même les Frabis qui a supprimé sa clim pour pouvoir mettre ça. Bon, après c'est bien une clim, mais il faut prévoir beaucoup de batterie quoi. Et l'idéal c'est clim et ça. Là c'est le pied. Voilà. Et puis quoi d'autre? Puis la télé. Alors ça, elle peut aller jusque là. Télé. Bon, il n'y a pas d'antenne. C'est une smart télé. Donc ça aussi, on s'en est servi quand on était en couple. Et depuis que je suis tout seul, je m'en sers plus. En fait. Ouais, et la télécommande, j'ai fait un système aimanté. Comme ça, on la cherche pas la télécommande. Tu m'as compris quoi. Hein? Pas mal, non? Ouais. Voilà. Quoi d'autre? Bah, c'est tout, hein. Derrière. Hein. Bon. Ah. C'est un peu le bazar à droite là parce que bah, déjà il n'y a personne qui dort et puis j'ai les valises et comme je pars dans 2 mois. Tout ça explique cela quoi. C'est excusable. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah. Oh, c'est pas trop le bordel quand même. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai fini, non? J'ai tout dit. La salle de bain. La salle de bain. Voilà, la salle de bain, j'ai gardé les toilettes d'origine à cassette avec un SOG. Bon, à prévoir de changer, à prévoir des joints, hein, changer les joints régulièrement, moins tous les ans quoi. J'ai déjà changé le joint supérieur 2 ou 3 fois en 4 ans. 3 fois.
Et tous les joints de la cassette ont été changés une fois pendant le voyage, dont le mécanisme qui a été changé en totalité aussi. Parce que bon, comment ça fonctionne tous les jours, ça s'entretient forcément. C'est des pièces, c'est prévu pour sortir le dimanche, puis c'est tout quoi. Donc quand on s'en sert tous les jours, ça s'use plus vite, il faut en prendre soin. Ben, dedans je crois que c'est tout. J'ai fini. Ouais, j'avais laissé sur le tableau de bord les manos de la suspension pneumatique que j'avais mis en partant d'Europe, que j'ai supprimé aux États-Unis parce que ça passait pas avec les suspensions, donc j'ai dû supprimer la suspension pneumatique, mais j'ai laissé les manomètres et les tuyaux. Comme ça, bon. Il y a aussi, j'ai mis une caméra dedans, caméra Reolink. Je dirais que c'est indispensable aussi, enfin conseillé du moins, pour dans le port d'ailleurs, à Barcelone. Il y a des gens qui sont rentrés dedans et par curiosité pour regarder l'intérieur, et la caméra s'allumait à chaque fois qu'ils rentraient dedans et ça les surprenait, donc ça peut être assez dissuasif. Donc c'est un bon choix de mettre ça. Et puis quand on stationne dans des endroits pas trop sûrs, bon, on peut mettre la caméra en route et être averti sur le téléphone s'il y a du mouvement ou quelqu'un rentre ou comme ça quoi. Donc une caméra comme ça, très utile, et sans parler aussi d'une dashcam. La dashcam qui aussi sert beaucoup. Évidemment l'idéal c'est d'en avoir une devant, une derrière, mais bon, déjà une devant c'est bien. Mais cette caméra intérieure, je dirais presque que c'est indispensable. Comme une alarme quoi en fait. Et puis quoi d'autre? Je sais pas. Je sais plus. Ah si. Si. Ah. Parce que ça, à force de marcher dessus, bon, hein, tu m'as compris quoi. Donc j'avais rajouté ça. Ça sert de temps en temps. Quand on est longtemps en place, quoi, bon, je les mets. Voilà, l'arc c'était ça. J'avais vu ça sur internet. C'est pas mal. Quoi d'autre de plus? Je ne sais pas. Ah oui, le klaxon. Parce que le klaxon d'origine, c'est un jouet le truc, hein. C'est un jouet. C'est n'importe quoi. Bon, bref. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je dis une malle. Une espèce de malle à fusil, étanche. Bon. On va mettre 2-3 bricoles dedans. Aïe. Ah putain, ça pique ça. Là, j'ai mis une petite de quoi ranger. Pour mettre du poids devant, c'est toujours pareil, le déséquilibre du poids sur les melletés, tout est derrière. Donc essayer de mettre un maximum de poids devant. Là j'ai mis le cric, j'ai mis une sangle de remorquage, des manilles. Et puis c'est tout. Voilà. Mais voilà encore quoi. Je dis toujours voilà, mais bon. Hein. Alors là, le Imer commence à partir en lambeaux, un peu là. Bah, c'est de la merde ça. Ça vaut rien. Quoi d'autre? Ah oui, les aérations, je les ai bouchées du coup, l'intérieur.
Et en haut, j'ai laissé une petite trappe d'accès. Mais qui est fermée, quoi. C'est fermé et je peux l'ouvrir. Voilà, les plaques de désensablage. Je les ai utilisées 2 fois, je crois. Ou une fois. Une fois, je les ai utilisées. En Basse-Californie. Un petit rappel, j'ai oublié de préciser sur la préparation du véhicule, surtout sur le moteur. Il y a une reprogrammation qui a été faite dessus pour qu'il puisse rouler en haute altitude et rouler avec des mauvais carburants aussi, et bloquer électroniquement tout ce qui est AdBlue, tout ce qui fout la pagaille en fait. Donc c'est un spécialiste en Allemagne et Suisse, qui fait que ça, qui prépare des véhicules modernes pour aller dans des pays un peu reculés comme l'Amérique du Sud ou l'Afrique ou l'Asie. Et j'ai payé 1000 € pour ça. C'est lui qui m'a fait la reprogrammation moteur aussi puissance. Et en fait je suis très content du travail qu'il m'a fait parce que j'ai pas eu de problème avec ça, quoi. Surtout Ypès, on est resté plusieurs jours à 5000 mètres d'altitude dans des conditions très difficiles. Donc très satisfait de cette reprogrammation. Et en fait tout est en place, quoi. Tout ce qui est AdBlue, pour catalyser, tout ça, tout est en place. Mais il ne consomme plus d'AdBlue. Donc comme ça, si je dois rentrer en Europe pour un contrôle technique, je n'aurai pas à tout mettre en place puisque rien n'a été touché. Ça a été simplement modifié électroniquement. Voilà. Et voilà, donc c'est tout. Je crois que j'ai tout dit, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Hein? Bon, c'est presque un 20 tours que j'ai fait là, non? Ça, 20 tours depuis le temps qu'on me dit d'en faire un. Ouais, bah écoute, je l'ai fait, c'était pas calculé. Et je vous dis donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et à une prochaine fois. Ciao.